Personnellement, quand j'ai entendu ça de prime abord, je m'étais dit, tout ça. Et puis je me dis, pourquoi Boji? On touche peut-être, c'est la raison, comme je dis, c'est le choix de la raison. De la raison. Pas du cœur. Mais là, on touche à la fibre familiale, je crois. Parce que qui mieux que Boji? Boji est l'oncle des enfants des Camérés. Qui mieux que Boji refuserait absolument de sauter le cadavre de Caméré? Qui mieux que Boji empêcherait que le père de ses nièces soit mis au banc des accusés? Il y a des choses, quels que soient nos tiraillements politiques, mais quand il s'agit de refaire bloc en famille, on est obligé de le faire. Est-ce qu'en politique, ces considérations tiennent-elles? Non, mais je me dis, est-ce que le choix de Boji n'est pas justement le meilleur choix pour Caméré? D'être protégé. Si c'est le cas, il faut vous poser la question maintenant, d'être protégé de quoi? Puisque tous ceux dont les députés l'accusaient, moi, personnellement, je m'étais dit, non, c'est faux. On cherche encore à boutiquer comme à Caméré Mbongo, donc Bayo Kanakate, Caméré, donc c'est Caméré, quand on dit Caméré Nambongo, c'est comme Taba Napondu, alors c'est comme Tabazali, Sogi Pondu Zali, Taba Akolia Kaka. Non, moi je m'étais dit, non, j'y crois pas. Mais là, maintenant, je commence à me poser des questions. D'abord, parce que j'étais convaincu qu'il irait au pugilat avec les députés, parce qu'il fallait vraiment qu'ils se cognent dessus, qu'ils leur démontrent leur bassesse et qu'ils prouvent que tout ce que vous dites est faux. Ouf, il démissionne. Ça m'est resté un peu sur la gorge. Mais, et puis, j'ai relu un peu les textes de l'Assemblée. Je me suis rendu compte que il a fait le bon choix en démissionnant. Parce que s'il n'avait pas démissionné... On aurait droit au débat. Non seulement on aurait droit au débat, mais s'il n'avait pas démissionné, on aurait eu droit au débat. Mais si pour finir, les députés avaient fini par le déchoir, pas d'indemnité de sortie, pas de décompte final, pas de prime de ceci, cela, il n'allait rien gagner. Okay. Donc, Premier ministre, il y a des ambitions qu'il faut savoir faire. Été pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Pour quel résultat? Et vous voulez quoi maintenant? Que le chef de l'État, malgré ce résultat-là... Est-ce que c'était suffisant pour un allié aussi de taille que Vital Caméré? Mais si avoir été directeur de cabinet et co-premier ministre pendant 8 mois, ce n'était pas suffisant pour Vital Caméré. À son niveau. Est-ce qu'au niveau de Daniel Monaté, un poste d'administrateur à l'ONATRA, c'était suffisant? Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le
parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition des logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Tout kala sexeko ndenali puta na wax de maman Moseka. Les toko maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de maman Moseka. Après s'en être allé avec toute sa lumière, sa vista et tout le poids d'un souvenir partagé avec Vital Kamerhe ou Kanyingini, le premier secrétaire national du Parti socialiste, Daniel Mwananteba, est sous le feu de la rampe. Beaucoup de choses ont été dites après l'officialisation de son départ. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet, sur lesquelles nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Il a bien accepté répondre à notre invitation pour vider son carquois et nous dire exactement d'où est venue la roublardise. Il nous parlera avec beaucoup de vérité, beaucoup de franchise. Merci beaucoup de votre choix. Vous êtes des milliers à nous regarder à travers le monde. Vous êtes bien entendu sur Politicon. Vous nous suivez au bon moment et vous êtes au bon endroit pour 1 heure d'émission avec Daniel Mwananteba. C'est un immense plaisir et un honneur de vous recevoir sur le plateau de Politicon. Ça fait un long moment. Vous revoilà, nous revenir après votre départ ou l'officialisation de votre... Après avoir annoncé votre départ, vous avez quitté une alliance qui n'en était plus une depuis bien longtemps. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais plus ou moins bien. Plaisir partagé, honneur partagé. C'est toujours un honneur d'être invité et d'être sous les feux de la rampe et surtout sous l'averse de vos questions. Et j'ai décidé de venir répondre à votre invitation parce que c'est quand même une chaîne partenaire, une chaîne en qui j'ai confiance et qui dit les choses telles qu'elles sont et qui dit la vérité. Étant moi-même un homme de vérité, je me suis empressé de répondre à votre invitation et merci encore, Gédéon. Et vous allez vous soumettre à l'exercice sans fracas et on espère bien que vous allez convaincre le grand public. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer avec fracas. Le problème, c'est que les propos que je tiens, souvent amènent le fracas et parfois même le chaos dans le chef de ceux qui se sentent visés.
Mais mon intention, ce n'est pas de fracasser quoi que ce soit. Mon intention, c'est de dire la vérité. Ma vérité, toute la vérité. Vous êtes partisan, la vérité. Absolue. La vérité absolue. Parce que Dieu lui-même est vérité. Et la vérité emmène la lumière. Et toute vérité n'est pas bonne à dire, dit-on. Oui, mais même quand elle est dite et qu'elle blesse, ce n'est pas de la faute à celui qui le dit, c'est la faute à la vérité. Donc, personne ne devrait s'attaquer à moi. Allez, merci beaucoup, Daniel Mwananteba. Est l'un des rares invités avec lesquels il faut y aller avec beaucoup plus de tact et de méthodologie. Et il sait facilement voir où se trouve le piège. Parfois, il vous répond avec beaucoup de philosophie. Et il manie bien la langue de Molière. Ouais. Allez, je disais au début que beaucoup de choses ont été dites à votre sujet. Après que vous avez officialisé votre départ, vous avez quitté une alliance qui n'en était plus une depuis longtemps. Revenons sur le tout récent épisode, votre départ. Quelles ont été véritablement les raisons qui ont motivé votre divorce? Les raisons sont vraiment multiples. Hein. Je m'étais vraiment décidé à ne pas squatter les plateaux de télévision ou m'étaler sur la question. Mais je pense aussi qu'un trop long silence en politique n'est pas une bonne chose. Parce que sinon, la nature ayant horreur du vide, mon silence est souvent comblé par le mensonge ou les attaques ou les injures de mes ex-alliés. Et à ce titre-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas descendre aussi bas qu'eux, mais je vais continuer à dire la vérité. Parce qu'au-delà de tout, une séparation ne devrait pas être un drame. Vous savez, si vous passez votre temps à critiquer votre femme, si pour finir, la femme décide de s'en aller, pourquoi vous vous plaignez? J'entends, parasite, c'est un parasite. De toute façon, c'est un parasite aux côtés de Kaméré. De toute façon, Mwananteba n'a jamais rien fait pour Kaméré. De toute façon, il n'avait aucun pas politique. Combien d'alliés a-t-il amené? D'ailleurs, il a été servi. D'ailleurs, il ne représentait rien. Et d'ailleurs, c'est un bon débarras. Bon. Ah, c'est ce que vous oppose les caméristes après tout ce que vous avez dit. Oui, mais parce que j'ai compris, en fait, leur douleur. Le seul moyen qu'ils ont maintenant de grandir leur leader, c'est de rabaisser les autres. Or, ils pensent me rabaisser, alors qu'ils me grandissent sans le savoir. Parce que quelqu'un qui ne pèse pas, quelqu'un qui ne représente rien, mais pourquoi son départ vous agite? Vous avez posé la question de savoir les raisons, mais je vais prendre une raison principale. Et les gens pourront penser ce qu'ils veulent de ce que je vais dire, mais c'est la vérité, je ne vais pas m'en cacher. Qu'est-ce que la politique? La politique, dans son essence et dans sa quintessence, c'est la lutte pour la conquête du pouvoir. Mwananteba a-t-il lutté? La réponse est oui, tout le monde le sait. A-t-il conquis le pouvoir? Oui, avec le groupe dans lequel vous faisiez partie. Le groupe a conquis le pouvoir au nom de l'UNC et alliés. Lorsque la répartition se faisait dans les négociations, qu'est-ce qu'on mettait toujours en avant? Le fait que oui, ça pour l'UNC, mais l'UNC n'est pas seul, l'UNC a des alliés, vous voyez, et on vous ajoute une part supplémentaire pour les alliés. Mais en fin de compte, lorsqu'il s'agit maintenant de la répartition, l'UNC se retrouve seul. Et c'est le même discours qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez combien de députés? Vous avez ceci, cela. Mais cette fois-ci, les alliés ont même des députés. En nombre presque égal au nombre des députés de l'UNC. Mais qu'ont eu les alliés? Cher Gédéon, c'est... Les élections de 2023 ont permis aux alliés de l'UNC de rafler la moisson abondante? Oui, il y a plus de 12 députés qui sont issus des alliés. Mais en dehors de ça. Mais après ça, quid? La même rengaine habituelle. Parce qu'en fait, vous savez,
J'ai eu en face de moi une bande d'ingrats. Je ne les insulte pas. Je pense ce que je dis parce que c'est la vérité. C'est une bande d'ingrats qui a toujours eu le même discours vis-à-vis de ceux qui partaient. Il n'a rien fait. Et je ne suis pas le premier à être parti. Regardez un peu tous ceux qui ont quitté Vital Kamerhe. En ce qui les concerne tous, le même discours a toujours été mis en place. Je rappelle que vous êtes les tout derniers alliés à avoir claqué la porte. Non, je suis le dernier. Le dernier des alliés. Des alliés qui ont claqué la porte. Mais je ne suis pas le tout dernier allié à claquer la porte. Après moi, d'autres suivront. Okay. Parce que le climat est malsain. Tout le monde le voit, tout le monde le sent, sauf lui-même, Vital Kamerhe, et surtout, sauf ses affidés, là, qui sont totalement, pas aveuglés, mais c'est une stratégie. Je vous le disais tout à l'heure. À chaque fois qu'un allié s'en va, c'est la même stratégie qui se met en place. Les mêmes attaques, le même schéma, c'est toujours la même chose. Et là, je me dis quand même que ça commence à bien faire. Parce qu'avec moi, ils sont très mal tombés parce que je ne suis pas là pour verser dans l'injure ou dans des critiques mensongères. Je ne suis même pas là pour dévoiler tout ce que je sais. Parce que la loyauté, quand on est loyal, il faut aussi éviter d'étaler les tares ou les faiblesses de la personne avec qui nous étions hier. J'ai eu quand même à défendre Kamerhe, même si les gens de l'UNC disent que je n'ai rien fait pour lui. Mais là où il est lui-même, il sait que ce n'est pas le cas. Il sait en quoi je lui ai été utile. Et très largement utile. En réaction, si c'est l'ingratitude, ce n'est même pas le problème. Mais les attaques basses en dessous de la ceinture, c'est trop bas. Là, maintenant, on est en train de boutiquer des cabales. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont restés avec eux, qui m'apprécient pour ce que j'ai été pour eux, qui savent les efforts que j'ai faits pour Kamerhe, et même pour certains d'entre eux. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Vous savez, quand le combat quitte le niveau politique, vous tombez dans la bassesse, des cabales. Il faut lui créer un dossier au parquet, on comme ça va bengayer. On en est à ce niveau. On en est à ce niveau-là, même si ce n'est pas vrai, mais au moins qu'il soit sali. Mais déjà, et qui orchestre tout ça? Est-ce directement lié à votre ancien allié ou bien sûr, puisque certains zélés autour non, c'est lié. Mais écoutez, dès lors que toutes ces réunions se tiennent quelque part à Lingwala, ici, vers Mouchi, Lomami, dans la maison, dans une parcelle achetée par un membre de la famille, il faut se poser des questions. On en est au point où il faut maintenant prendre contact avec mon bailleur, là où je loge, à ma campagne. Je suis locataire. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de me taper des millions comme certains qui achètent des maisons un peu partout à Kinshasa. Et maintenant que Kinshasa devient trop visible, on se réfugie vers l'Afrique du Sud. Le quartier de Baklou, à Santon, on a vu de toutes les couleurs. Il y a Dorvoren, des maisons qui ont été achetées là en cascade. On ne s'en plaint pas. C'est leur richesse, ce sont leurs millions. Mais on arrivait au point de chercher à demander à mon bailleur, ma bailleuresse, par le biais de son avocat, d'augmenter les prix de loyer, de sorte que je sois incapable de payer comme un jet dehors. Juste parce qu'ils savent, pour avoir eu à me visiter dans cette maison, à quel point je tiens à cette maison, qui n'est pas la mienne, donc je partirai un jour. Mais je tiens à y être jusque-là. Parce que c'est la maison dans laquelle j'ai eu à pleurer mon fils, Daniel. Et ils sont venus me visiter, bien après le deuil, parce qu'au deuil de mon fils, personne ne m'a assisté. Personne, c'est-à-dire du camp UNC Ali. À part Molendo Sakombi, à qui je dis encore merci. Qui avait été vous avez enterré votre fils seul? Oui, non, pas seul. Je dis UNC. De l'UNC, il n'y a que Molendo Sakombi, qui m'a remis les billets pour ma femme et moi, pour aller prendre le corps de mon fils. Et j'étais effondré et ce monsieur a été à mes côtés. Ça, je n'oublierai pas. On ne peut pas faire preuve d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidés, même un temps soit peu. Mais, chose bizarre, ce que les gens ne savent pas, en 2019, quand je perds mon fils, la première personne qui m'appelle pour me réconforter, me consoler, je ne devrais pas citer son nom parce qu'elle ne supporte pas ça, mais je ne cite pas son nom dans le cadre politique. Je cite son nom dans le cadre familial. C'est mon grand frère, Christian Tshisekedi.
qui a été le premier à m'appeler, me réconforter. Et la première enveloppe que j'ai eue venait de lui. Ensuite, il y a eu Vidier Chimanga, qui est plus qu'un frère, plus qu'un ami, qui m'a appelé, qui m'a consolé, qui s'est déplacé. Et pour finir, il devait voyager. Il a envoyé son aide de camp de l'époque vers moi, avec une enveloppe. Il y a ma petite sœur, Nathalie Mwananteba, que je n'oublierai jamais, parce qu'au moment où elle m'aide à enterrer mon fils, j'étais dans de sales draps. Vital Kamere m'appelait tous les jours pour me réconforter. Il parlait même avec ma femme. Mais il ne vous a pas soutenu financièrement. Non, il a promis, à chaque fois qu'on parlait, il promettait de passer le même soir. Sauf que jusqu'au bout, il n'est jamais passé. Lorsque j'ai des difficultés, parce que l'ambassade d'Afrique du Sud avait des problèmes avec leur équipement électronique et tout ça, le visa ne pouvait pas être imprimé, j'ai pu obtenir un passeport de service grâce à Vital Kamere. Je dois lui en être reconnaissant. Bien que pour finir, j'ai voyagé, parce que le jour où le passeport de service sort, c'est le jour où le visa également sort. Donc j'ai préféré voyager avec le visa. Mais je le reconnais. Il m'a aidé pour le passeport de service. Au-delà de rien. Mais qu'est-ce que les gens se sont dit? Ah, Kamere Nda Kundele Mwana. Ah, Kamere a tout fait. Et j'entendais ça. En père blessé, je rigolais. Mais si je devais en ce moment-là commencer à dire que Kamere ne m'a rien donné, il n'a rien fait pour moi, qu'allait penser l'opinion? J'ai préféré prendre sur moi. Ça déjà, c'est un service que je lui avais rendu. J'ai préféré prendre sur moi. Je ne vais pas trop revenir là. Aujourd'hui, vous craignez pour votre vie, vous êtes visité. Oui, mais si j'en parle comme ça, c'est justement parce qu'on en arrive à ce point-là. Des stratégies bancales mises en place pour vous chercher à m'humilier. Mais même s'ils parvenaient, on m'augmentait le prix de loyer à 10 000 ou 100 000 $ par mois et que je n'arrivais plus à payer, mais je quitterais. Mais en quittant, je n'ai pas dormi dans la rue, je vais quitter pour louer ailleurs. Donc cette dame ou ces gens vont commencer à louer toutes les maisons de Kinshasa. Ils vont acheter toutes les maisons de Kinshasa pour que moi, mon Anteba n'ait pas où habiter. Mais c'est trop bas. Tout ça pourquoi je ne comprends pas. À quel niveau vous avez fait plus mal pour que l'on en arrive à ces niveaux? Mais je ne comprends pas. À quel niveau j'ai fait mal? Moi, je n'ai pas fait mal. Je n'étais qu'un parasite aux côtés de Kamere. Je n'ai jamais rien apporté à Kamere. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de moi. D'ailleurs, c'est un bon débarras. J'étais un poids mort au pied de Kamere. D'ailleurs. Mais à partir de tous ces d'ailleurs-là, oui, pourquoi s'acharner sur moi? Moi, je suis là, je me suis séparé de Kamere parce qu'il en allait de mon intérêt. Il en allait de ma vie, de ma santé, aussi bien mentale que physique. Parce qu'à côté de ce monsieur, j'aurais pu devenir fou. Parce que j'ai été témoin, je ne dirais pas victime, mais témoin d'une méchanceté sans faille. Je ne fais que dire ça. Kamere, c'est un homme méchant. Mais ça les rend fous. Ils ne se posent même pas la question de savoir. Posez-moi la question. En quoi est-il méchant? En quoi est-il méchant? Je répondrai, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas là non plus pour commencer à squatter les plateaux de télévision, commencer à lui tirer dessus. Parce qu'on ne tire pas sur une ambulance. On ne frappe pas un homme à terre. Mais s'ils veulent absolument me pousser vers ça, je finirai par craquer et je vais parler. Et surtout, la raison pour laquelle je fais tous ces rappels, c'est parce que là, maintenant, on a passé à la phase supérieure. J'ai entendu dire, j'ai ouï dire, qu'il planifie même de s'en prendre à mes enfants. Et là, ils sont en train de toucher à quelque chose qu'on ne touche pas. Mes enfants, on n'y touche pas. Même par des menaces. Même par des simples menaces. Quand il s'agit de mes enfants, je considère déjà que vous avez mis vos menaces à exécution. Là, on est en deçà du raisonnable. Mais ces gens ont toujours été en deçà du raisonnable. Ils sont dans l'irrationnel total. Écoutez, aujourd'hui, moi, Daniel Mwananteba, je passe pour un va-nu-pied, on dirait un petit mendiant là qui allait toquer à la porte de Kamere chaque midi pour avoir à manger. Quand je le voyais, pour lui demander de l'aide, c'était tout à fait normal, nous étions partenaires. Je suis au chômage depuis 2 ans et 3 mois. Qui le sait? Je suis au chômage depuis 2 ans et 3 mois. Je suis chez moi. Est-ce qu'il me voit aller mendier? Les rares fois où je le vois, je lui rappelle sa promesse. Mais tu avais dit que tu allais m'aider pour mes soins à l'étranger. Oui, non, sans faute. On va le faire. Attends,
Et c'est toujours la même chanson. 2 ans après, toujours rien. Mais n'osez même plus parler de mes enfants. Au-delà de les toucher, parce que les toucher, déjà, je pense que vous y arriverez. Mais n'osez même plus parler de mes enfants. Si vous y touchez, vous comprendrez que nous avons tous des enfants. Moi, je ne serai pas dans la logique de paix quand il s'agit de mes enfants. On touche à mes enfants, j'entre dans une logique de guerre absolue. Absolue, et je n'épargnerai personne. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je n'ai pas trop grandi à Kin. Mon bas âge, je l'ai passé en Belgique. Et ceux qui me connaissent savent la vie que j'ai eu à mener en Belgique. Et savent les fréquentations que j'ai eu à avoir en Belgique. Donc je crois que lorsque des gens, des insensés, se permettent, parce que nous sommes à Kinshasa, d'en arriver à projeter même des menaces sur les enfants de Daniel Monateba, ce sont vraiment des petits idiots qui ne savent pas à qui ils s'attaquent. Mais si on touche à mes enfants, je n'irai pas par 4 chemins. Ça sera du coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Là, je reviens à l'Ancien Testament. La loi du talion. La loi du talion et aimer votre prochain, on en reparlera plus tard. On ne touche pas à mes enfants. Qu'est-ce qui explique ces climats tendus aujourd'hui entre vous et l'UNC après votre départ? C'est le fait que vous êtes parti en faisant beaucoup de bruit? Peut-être pour eux, il aurait été mieux de partir sans faire de bruit. Rester inaudible, pas d'interview, pas de déclaration. Absolument. Et même dire les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Lors de votre cérémonie d'officialisation ou de ce départ, vous avez dit des choses. On ne tire pas sur une ambulance. Et je l'ai répété. Et vous l'avez répété ici. Est-ce que ce ne sont pas de mots qui, à la base, peut-être de tout ce qui vous arrive, à la base de cette nervosité, de cette lever des boucliers entre les deux camps? Mais déjà, on ne tire pas sur une ambulance. Ce n'est pas une expression que moi j'ai inventée. C'est une expression qui a été inventée il y a des lustres pour, justement, comment je peux dire, magnifier ce genre de situation, pour les faire ressortir. Aurait-il préféré que je parte en silence? Oui. Et j'ai compris cela. En fait, si j'étais parti et que j'avais juste joué à l'hypocrite, en disant, oui, j'ai décidé ce jour de quitter Vital Kamerhe Lokanengini et son UNC. Sans en dire plus. Pour des raisons de convenance personnelle. Voilà. Mais je souhaite à mon partenaire bonne chance, j'espère que l'UNC réussira, Vital Kamerhe sera ceci, cela. Mais ça allait être de l'hypocrisie. Ça aurait été compris avec beaucoup plus de sportivité, par exemple. Ça aurait été compris avec beaucoup plus de sportivité, c'est vrai. Maintenant, la question de savoir, sur cette terre-là, et en politique surtout, de quoi a-t-on besoin? De sportivité ou de vérité? Moi, j'ai opté pour la vérité. Mais si elle fait mal, mais ne vous en prenez pas à moi. Vous vous en prenez à la vérité. Ou au moins, venez démentir. Moi, j'ai dit c'est un méchant. Et je le répète, cet homme est méchant. Foncièrement méchant. Pas seulement vis-à-vis de moi. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de subir 100% de la méchanceté d'un homme pour vous rendre compte qu'il est méchant. Vous pouvez la visualiser même autour de vous, par rapport à ceux qui vous entourent. Les alliés, certains membres de famille, certains grands amis de l'époque. Mais quand eux déjà subissent ça, mais pourquoi vous ne pouvez pas être assez intelligent pour le comprendre? Et chaque fois, comme je vous le disais, dès qu'il y a un départ, l'UNC, c'est toujours le même disque. Hein. Le disque est rayé d'ailleurs, mais c'est toujours le même disque. Il faut insulter, tirer. Essayer de sortir des affaires vraiment sales et en bas de la ceinture. Vous imaginez, je vais au Palais du Peuple pour la 16e fois, je crois, de va-et-vient. Un jour, non, je crois qu'ils avaient compris que non, le gars, il commence à se fatiguer. On l'a quand même trop fait marcher. On me remet $500 de transport. Je quitte Kamerhe, paf, cette histoire sort dans les réseaux sociaux. La personne qui était chargée de me remettre s'étale dans les réseaux sociaux. Je regrette même de t'avoir donné $500. Mais je me suis dit, mais c'est grave.
qui me disent par quel canal je peux utiliser. Je vais leur rendre ça. Qu'est-ce qu'ils pensent? Mais vous imaginez une de la bassesse. Mais une chose que je vais dire par rapport à nos téléspectateurs et par rapport à l'opinion, je n'ai pas de problème personnel avec Amé. Au contraire, j'ai cheminé 10 ans de ma vie. Je les ai passés à ses côtés. 10 ans. Qui ne sait pas la flamme qui brillait en mon Anteba et qui continue à briller? Qui ne le savait pas? Moi, je n'ai pas cherché Kamere, contrairement à ce que les gens disent. C'est lui qui m'a envoyé des gens. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais ils se reconnaîtront. Pendant plus d'1 mois de va-et-vient, pour que je m'aligne à ses côtés. Ça m'a pris 1 mois de réflexion, parce que je me disais déjà, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Mais le drame avec moi, c'est que quand je décide de rejoindre quelqu'un, je suis loyal et fidèle. À moins que la personne me déçoive. Elles sont des vertus rares en politique. À moins que la personne me déçoive ou que la personne me roule. Avec Kamere, j'ai été déçu à plus de... Je ne sais même plus le nombre de fois. Mais j'ai toujours mis les relations humaines au-dessus. Avant de me rendre compte que, effectivement, ce sont des gens qui profitent de ces relations humaines. Ils jouent sur la fibre sentimentale pour vous calmer, vous cajoler. Mais quand il faut agir, ils agissent en politique, cynisme, avec un sang-froid, sans calme. Donc, il n'y a pas de cœur quand il s'agit de prendre des décisions. Vous vous en êtes rendu compte il y a bien longtemps, mais pourquoi vous y êtes resté c'était une question de calcul ou de stratégie politique. Vous décidez de les quitter au moment où l'homme est à terre. Il vient de perdre le tout dernier poste qui revenait à l'UNC, la présidence de l'Assemblée nationale. Non, déjà quand vous dites, je m'en suis rendu compte il y a longtemps, pourquoi je n'ai pas quitté avant? Parce que justement, j'ai toujours été convaincu, moi, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et j'étais convaincu qu'il changerait. J'étais convaincu qu'il changerait. Je me disais, non. Et je lui trouvais souvent des excuses. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait me faire ça à moi. Des promesses fallacieuses, des promesses bidons. Chaque jour, non, sois calme. Non, cette fois-ci, tu auras quelque chose. Et j'ai été... En fait, aujourd'hui, j'ai été... C'est même pas de la faute, hein, de tout ce qui m'est arrivé. Me retrouver là après 10 ans, au fond, je les dédouane. C'est même pas de la faute de Vital Kamere. Lui est resté... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Kamere représentait une sorte de mythe. Il est resté Il représentait beaucoup pour la jeunesse ou la génération qui arrive aujourd'hui en politique. À partir de quand il a commencé à dégringoler? C'est pour ça que je dis, je le dédouane. Tout ce qui m'est arrivé, ce que je suis devenu aujourd'hui, après 10 ans à ses côtés, la maigre récolte que j'ai eu à récolter, ce n'est même pas de sa faute. Parce que lui, au moins, il est resté le même. Il est resté constant dans ses habitudes et dans les actes, sa façon de poser des actes. La personne à condamner, c'est moi. Parce que j'ai fait preuve d'une naïveté, mais sans borne. J'ai été naïf et je le reconnais. Il m'a eu. Il a été plus rusé que moi, sauf que moi, en politique, j'ai jamais voulu mettre la ruse. J'ai toujours voulu mettre mon intelligence, cette intelligence qui brille, qui me fait remarquer, et ensuite, j'entre dans un combat et ce combat me paye pour finir. Au moins, pendant que j'étais en train de réfléchir, combat, intelligence, il y en avait qui n'étaient que dans la ruse et dans les coups bas et dans la façon de me sucer jusqu'à la sève pour rebondir, pour finir par me faire passer pour un idiot. Et c'est ce que je vais vous dire une chose aujourd'hui, hein, parce que apparemment, tous ceux qui quittent Kamere, c'est eux les méchants. C'est eux qui le quittent parce qu'ils ont faim. C'est eux les traîtres. C'est eux qui ne sont pas loyaux. Ils le quittent parce que... Vous savez, Gédéon, faites l'expérience. Si vous voyez quelqu'un aller dans un salon de coiffure à Lingwala, on lui coupe les cheveux, mais au sortir de là, il s'énerve. Tu m'as raté de ce côté, si ceci, cela. On peut se dire, ce coiffeur-là n'a peut-être pas la main. Ensuite, un mois après, vous allez dans un salon de coiffure à Lemba. Même chose. Coiffeur, mais c'est toi qui as raté ma tête. Vous allez dans un salon de coiffure un mois après, à Bumbu. Même chose. À Limete, même chose. Donc, vous faites 15 salons de coiffure et à chaque fois, vous vous en prenez au coiffeur parce qu'ils vous ont raté. C'est vous qui avez la mauvaise tête alors. Mais posez-vous la question. Est-ce que ces 15 coiffeurs ne savent pas couper les cheveux? Ou bien c'est peut-être la forme hexagonale ou, je ne sais pas, de votre tête
qui empêche ces coiffeurs d'exercer leur travail, qu'ils font correctement. Mais votre tête de naissance étant de forme trapézoïdale, mais écoutez, aucun coiffeur ne peut parvenir à réussir une coupe Est-ce sur le cas votre de le tête. dire pour Vital Kamere? Mais oui, mais comment vous pouvez imaginer que plus de 30 personnes le quittent, mais 30, 40, 50 personnes le quittent, mais lui et ces gens continuent à s'en prendre au coiffeur. Non, il n'a pas coupé. Il fallait qu'il tienne les ciseaux comme ça. D'ailleurs, ce coiffeur-là, mais c'est ça. Il regarde un peu maintenant la forme de la tête de Vital Kamere et qui se pose la question si ce n'est pas la forme de cette tête qui pousse les coiffeurs à chaque fois de quitter et rater la coupe qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui fait l'homme alors aujourd'hui? Il a des grandes ambitions. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait l'homme aujourd'hui? En tout cas, face à toute je ne sais pas. révélation, vous n'êtes pas le premier à les dire. Ceux qui sont partis par le passé ont eu à faire le même genre de déclarations et de constats glacial. Donc il y a lieu à un certain moment de se remettre en question. Oui, mais là, moi, je fais une analyse froide de son comportement. Que tout le monde voit, sauf ces suivistes-là et ces petits dialoguistes-là de l'UNC. Alors, qu'est-ce qui reste de l'homme? Mais je ne sais pas exactement dans quoi il est. Je n'ai franchement même plus envie de savoir parce que j'en sais déjà assez. Et quand vous dites que tout le monde parle dans le même sens, moi, j'ai encore rien dit. Et je vous ai dit ici, je ne suis pas dans la logique de commencer à lui tirer dessus pour me faire valoir. Mon plus grand problème, c'est que le monde, l'opinion comprennent que je ne suis plus avec lui. Nous nous sommes séparés. Mais à quel moment? La période semble être suspecte. En Vous quoi? voulez quitter au moment où il n'a plus rien, aucune possibilité, aucun prestige institutionnel. Attention. Et tout ce qui va avec, c'est après avoir démissionné du poste de président de l'Assemblée nationale, au lendemain, vous le quittez. Pourquoi avoir choisi ce temps? Je n'ai pas choisi ce temps. Je suis moi, je n'ai pas à prendre mes décisions par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Je prends mes décisions par rapport à ce que j'ai constaté qu'il se passait dans la mienne. D'aucuns diraient que vous ne le feriez pas si il était toujours président de l'Assemblée nationale. Ah bon? Les élections sont bientôt. Qu'il se repositionne un peu. On l'élise encore. De toute façon, il sera élu par le travers de son beau-frère, Aimé Boji. Donc, si Aimé Boji est élu, c'est lui qui sera élu par procuration. Donc, on va voir si je vais revenir vers lui. Mais non, quand les gens disent ça, c'est pour ça que je vous dis, des gens à la réflexion tellement vile, basse, qui ne comprennent pas les signes du temps. Dire que je le quitte parce qu'il n'a plus les lustres du pouvoir. Mais à quel moment mieux que celui qui a consisté à son incarcération, arrêté au parquet, jeté en prison comme un malpropre, présenté à la RTNC pendant le procès public en rouge, en jaune et blanc. Il s'est même laissé pousser la barbe comme moi à l'époque. Au moment où on l'arrête, qui pouvait imaginer que Kamere s'en sortirait? Personne, même pas moi. Mais je m'étais dit... Vous ne croyez pas non plus? Qu'il s'en sortirait? Non, je m'étais dit que la machine était trop puissante et la pression était tellement puissante que je me suis dit, bon, on a tous fini par douter. Hein. Mais moi, je m'étais dit, quoi qu'il en soit, comme il ne s'en sortira pas, je serai avec lui jusqu'au bout. Parce que j'ai cru en lui. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait. Et pour finir, j'ai commencé à expliquer aux gens, faites attention. Un homme comme celui-ci ne peut pas finir comme ça. Et je l'ai soutenu jusqu'au bout. Il a été acquitté au bout de 2 ans quand même de tôle. Hein? 2 ans de tôle, c'est pas peu. Pendant ces 2 ans-là, oui, j'ai été proposé dans le côté NC allié comme administrateur à l'ONATRA. Et c'est de ça qu'ils sont en train de se gausser. Oui, il a été servi administrateur à l'ONATRA, mais dans quelles conditions? Ça, c'est une autre question. Mais en ce moment-là... Mais quand même, vous avez été servi par rapport aux autres. Par rapport à quels autres? Par rapport à d'autres alliés. Oui, mais... Ah là 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 là. J'ai des honte. Vous revenez toujours sur là, quand vous dites des ça, vertus, des valeurs cardinales, savoir être reconnaissant et dire la vérité. Quand même,
administrateur à l'ONATRA, vous en êtes bien tiré. Je m'en suis bien tiré. Je m'en suis bien tiré. Dites, vous allez vers un chef de parti pour qu'il vous rejoigne. C'est-à-dire que quand je rejoins Kamere, je ne le rejoins pas seul. Ce n'est pas Daniel Monateba qui le rejoint. Je le rejoins en tant que Daniel Monateba, mais derrière Daniel Monateba, il y a le Parti socialiste. Maintenant, posez-moi la question. Pour un partenaire qui a autant fait pour vous, qui a son parti qui doit vivre et qui doit s'étendre, vous dire, je rencontre Kamere, j'ai 16 représentations provinciales. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 7. Il y a eu avancée ou régression? Et vous me dites, j'ai quand même été servi par un poste d'administrateur. Oui, mais déjà, de par mon intelligence, de par mes ambitions, de par mon combat, ce n'est vraiment pas à ça que je m'attendais. C'est un poste d'administrateur qu'il a trouvé même trop petit pour les membres de son parti. Parce qu'au moment où on lui donne ce quota à l'ONATRA, il y a le poste de DGA et d'administrateur. Moi, j'ai été administrateur. DGA, c'est un membre de l'UNC. C'est toujours l'UNC d'abord, c'est normal. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais à un moment comme ça, il faut aussi se rappeler des autres. Dire que j'ai été servi, si c'est ça leur pensée, ben, tant mieux. Maintenant que j'ai été servi, je dis, je suis goinfré, je suis rassasié, je m'en vais. Pourquoi ça pose problème? J'ai été servi, d'accord, je suis rassasié là. Maintenant, c'est ce que vous avez jugé utile de me donner, d'accord, je vous dis merci, merci beaucoup. Vous avez fait énormément pour moi, plus même que ce que j'ai fait pour vous, d'accord. Maintenant, moi, je m'en vais. Où est le problème? Est-ce que Vital Kamerhe, vous pouvez bien dire tout ça, est-ce qu'il avait suffisamment de quoi vous donner? Parce qu'on rappelle aussi le contexte, on est dans une coalition qu'on appelle Cap pour le changement. Après, il y a eu la mise à mort de l'accord FCC Cash qui a abouti à la création de l'Union sacrée avec toutes les forces en présence. À ce moment-là, je suis fort convaincu à mon fort intérieur que les cartes ne pouvaient qu'être redistribuées. Oui, mais n'oubliez pas, il y a eu le cash avec ces fameux accords de Nairobi. De Nairobi. Arrivé à Kinshasa, après la prise de pouvoir, il y a eu la coalition FCC Cash. FCC Cash, c'est même le FCC qui avait le plus grand nombre de postes ministériels et dans les entreprises publiques, vu qu'il avait la majorité au Parlement. Vous vous en rappelez? En ce moment-là, le chef de l'État aussi était coincé. Parce qu'il ne pouvait pas décider de tout seul. Mais malgré ce qu'il était coincé, le peu qu'on lui a donné, a-t-il servi Kamere ou pas? Oui, avec 6 ministères. Premier gouvernement et Lukamba. C'est juste un petit rappel. Et au moment où le chef de l'État se coupe les veines pour servir son allié de taille, dans le cadre de l'alliance Cash qui est UNC et alliés, UDPS et alliés. Il ne faut pas l'oublier. Vous y avez contribué ensemble. Faut pas l'oublier. Vous avez fait les chemins. En ce moment-là, lorsque le président de la République se voit déjà amputé d'une grosse part par le FCC, au nom du réalisme politique, il accepte. Le peu qu'il a, il s'ampute encore une plus grosse part pour Vital Kamerhe. Parce qu'en ce moment-là, c'est Kamerhe qui avait le plus grand nombre de ministres après l'UDPS. Vous comprenez? En ce moment-là, à qui il a donné de ce qu'on lui a donné? N'est-ce pas? Les alliés n'ont rien eu. Avant cela, avant le gouvernement Ilukamba, directeur du cabinet du chef de l'État, il y a une armada de conseillers de l'UNC qui ont été conseillers principaux des conseillers qui ont été nommés à la présidence de la République. Combien d'années? Un. Recommandé par Feu Mwenze Kongolo. Un seul. Okay. Avant même qu'il ne fasse son cabinet, je lui avais dit, je ne veux plus rester comme ça. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut... Trouve-moi un poste même de conseiller ou d'assistant, je ne sais quoi, que je puisse au moins travailler et que je sache vivre. Non, président, ça c'est trop petit pour toi. Toi, attends. Quand on vous dit que conseiller ou conseiller principal, c'est trop petit pour toi, attends quoi? Le gouvernement. 6 ministres. Qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Ensuite, il va en prison. Je me bats et me débat pour lui. Administrateur, pas parce qu'il considérait que je donne à un allié, non. C'est dit que si je ne lui donne pas, il risque de m'abandonner.
Donc en fait, par ce poste-là, il a acheté, il a cru pouvoir acheter ma loyauté. Alors que c'était bête, dans la mesure où, avant que je ne sois nommé administrateur, j'ai eu à faire ce que j'avais fait lors de son arrestation. J'ai eu à me battre comme je m'étais battu. Je lui ai toujours été loyal, avec des moyens propres. Il sort de prison. Je suis à l'ONATRA, certes, on va à la tournée à Mani. J'ai mobilisé dans les 4 provinces, sur fonds propres. Mais on dira encore, de toute façon, ce n'était pas son argent, c'était l'argent qu'il avait gagné à l'ONATRA. Et comme c'est nous qui lui avons donné le poste à l'ONATRA, donc c'est notre argent. Ok, c'est votre argent. Je n'ai rien fait pour lui lors de la tournée à Mani. Pas de problème. Mais le Maniema n'est pas fermé. Ils y aillent encore. Ensuite, je suis remplacé à l'ONATRA, VPM Économie. Le ministère de l'économie, c'est l'un des ministères qui a le plus de structures où vous pouvez placer les gens. Mis à part le ministère du budget. Oui, mais économie, c'est même supérieur, je crois. Mais bon, ces deux ministères se valent. Parce que le ministère de l'économie, c'est un ministère même plus important que celui du budget. Okay. Bon, selon la perception de chacun. Mais il y a eu des structures, oui. Il y a eu des mises en place, oui. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait. Il a fait pour combien d'alliés? Ah oui, Timothée Lenoir, qui était considéré à l'époque comme un allié. Après, il a fini par les quitter. De je ne sais quoi. Bon, bref, s'il a considéré que ça lui suffisait, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On revient à l'Assemblée nationale. Il y aura un poste de Dirkaba pour les alliés. Dirkaba, ça représente quoi exactement? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, même pour ça, il a au moins tenu parole en donnant le poste à un allié, mais un allié de la dernière heure. Un allié d'il y a moins de 3 ans. Pendant qu'il y avait des alliés, je ne me mets même pas moi parce que ça ne m'intéressait pas. Mais si j'avais été nommé, je n'aurais pas dit non. Mais franchement, ça ne m'intéressait pas. Ce n'est pas dans mes cordes d'aller être un gratte-papier sur qui on allait marcher toute la journée. Non, ça ne m'intéressait pas. Mais au moins, il y a d'autres alliés de longue date. L'idée derrière, c'était laquelle? Vous fragilisez, vous... Non, j'ai compris ne pas vous donner plus de poids, parce qu'on risque d'être un concurrent à l'avenir. Et parce que ce qu'on vous accorde, on ne vous l'accorde pas comme un droit, mais comme une faveur, un privilège qu'on vous fait. Ben, vous avez tout dit, mais j'ai compris une chose. On peut tout dire de Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe, c'est un bon détecteur de talent. Il a le flair et l'œil. Il détecte des talents et quand il peut les avoir, il fait tout pour les avoir. Et dès qu'il les a eus, il sait comment les utiliser à son avantage. Vous savez, il y a un adage qui dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Eh bien, Vital Kamerhe a vraiment mis cet adage en application, mais dans ses moindres détails. Sauf que lui a ajouté une petite phrase. On a toujours besoin d'un plus petit que soi pour survivre en le croquant. Et c'est ce qu'il a fait avec nous autres qui étions les plus petits que lui. Il a eu besoin de nous. On vous a casolé dans le sens du poil, mais en fin de compte, il survit en vous croquant. C'est le fruit de vos efforts qui le font monter, mais dès qu'il est monté, il retire l'échelle. C'est ça. Beaucoup d'observateurs restent convaincus que l'accord Cap pour le changement n'a jamais été respecté dans le moindre détail. À l'heure où nous parlons, à l'heure où les enjeux sont cruciaux, il se pose une question. La question se pose avec acuité. Qu'en est-il de l'accord Cap pour le changement? Est-ce que les termes de cet accord ont-ils été respectés? Ben, écoutez, là, ça redevient plus qu'intéressant parce que là, c'est dans mon domaine de prédilection, la politique. Beaucoup disent que l'accord de Nairobi n'a jamais été respecté. Je vais bien les croire. Mais beaucoup de ceux qui réclament la présidence de l'Assemblée nationale disent que cette présidence revient de droit à l'UNC au nom de quoi? Des accords de cash. Mais si ces de Nairobi, les accords de Nairobi qui parlaient non pas de la présidence du Parlement, mais qui parlaient plutôt de la primature. Allez-y comprendre. Dire que l'accord de Nairobi n'a jamais été respecté, moi je suis de ceux qui pensent quand même que le chef de l'État a tout mis en œuvre
pour faire respecter cet Le accord. président Tshisekedi. Bien sûr, il n'y en a pas deux. Et c'est là le drame. Quand la Terre n'a jamais supporté deux soleils. C'est que le Conseil il a fait preuve de bonne foi. Il n'y a qu'un seul soleil et beaucoup des partenaires du président de la République sont en train de tomber parce qu'ils ne comprennent pas que la Terre ne supporte pas deux soleils. Le soleil, il n'y en a qu'un qui éclaire toute la Terre, grands et petits. Et ce soleil-là, c'est Félix Tshisekedi. Mais quand on dit que l'accord n'a jamais été respecté, je dis Félix Tshisekedi a tout fait pour faire respecter cet accord. L'accord disait Félix Tshisekedi président, Vital Kamerhe Premier ministre. Joseph Kabila ici, c'est lui qui s'est opposé totalement à la présence de Kamerhe à la primature. Est-ce que les gens le savent? Pour quelle raison? Je ne sais pas ces raisons, mais lui-même avait dit à l'époque, Joseph Kabila, que je le connais mieux que vous. Et il n'a pas voulu entendre parler de Kamerhe à la primature. Raison pour laquelle il nous a imposé Pépé Ilukamba. Mais malgré cela, pendant les tergiversations et les négociations, vous savez que ça a pris du temps pour qu'on ait un Premier ministre. À peu près 5 à 6 mois. Ben voilà. Qui était directeur de cabinet du chef de l'État? Vital Kamerhe. Et dès l'entrée en fonction de Vital Kamerhe, le gouvernement réputé démissionnaire, quelle a été la première lettre, une des premières correspondances du directeur de cabinet du chef de l'État au chef du gouvernement et à son ministre, Bruno Tshibala, et au ministre? Plus aucun décaissement ne peut être fait, plus de mouvement du personnel, plus, sans autorisation express. C'est-à-dire que pendant 8 à 9 mois, Vital Kamerhe a été Premier ministre de ce pays. Puisque le gouvernement ne pouvait rien faire sans son aval. La preuve, les 100 jours, qui les a mis en place? Qui a coordonné les 100 jours? C'est le cabinet du chef de l'État. N'est-ce pas? Alors qu'un projet de reconstruction dépend de quelle structure? Le cabinet du chef de l'État ou le gouvernement? Du gouvernement, bien sûr. Mais comme le gouvernement était éteint, parce que Vital Kamerhe avait les pleins pouvoirs en tant que Premier ministre, pratiquement. Raison pour laquelle il a mené à bien ce projet sans passer par le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un fasse de plus? Mais lorsque le chef de l'État lui a laissé cette latitude-là, de jouer au rôle d'un Premier ministre de ce pays, pour quel résultat? Ce qui n'avait pas arrangé du tout l'UDPS, qui accusait Vital Kamerhe de jouer, de s'afficher trop, et il voulait vraiment faire polir son image, peut-être en attendant le rendez-vous de 2023. Non, polir son image, mais une chose est sûre, ça aboutit sur le procès 100 jours et tout ça, bien que je sache qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce procès, que beaucoup de choses ont été boutiquées. Et d'ailleurs, la justice l'a quitté, blanchi, donc ce n'est pas à moi de remettre en question une décision judiciaire. Mais une chose est sûre, ce n'était pas la bonne voie de se blanchir, parce qu'aujourd'hui, dans les 26 provinces et parfois dans les villages les plus réputés, les plus reculés, aujourd'hui, quand vous parlez de Vital Kamerhe, quel est le synonyme qui vient le premier à la bouche des gens? Les gens suivent. Ils répondent à ma place. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais une chose est sûre, le Premier ministre, il y a des ambitions Vital Kamerhe l'a été pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Pour quel résultat? Et vous voulez quoi maintenant? Que le chef de l'État, malgré ce résultat-là... Est-ce que c'était suffisant pour un allié aussi de taille que Vital Kamerhe? Mais si avoir été directeur de cabinet et co-premier ministre pendant 8 mois, ce n'était pas suffisant pour Vital Kamerhe. À son niveau. Est-ce qu'au niveau de Daniel Monaté, un poste d'administrateur à l'ONATRA, c'était suffisant? Et si lui dit déjà que tout ça, ce n'était pas suffisant, au nom de quoi va-t-on m'interdire à moi de dire que ce petit poste d'administrateur, ce n'était pas suffisant? C'est de mon droit aussi. S'il considère que ce n'était pas suffisant, pas de problème, mais il va chercher quoi de plus? Parce qu'il vient d'être encore président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, il est parti. Il faut laisser le cours des choses se mettre en place. Maintenant, c'est la chasse gardée de l'UNC, chasse gardée de l'UNC. Oui, mais comment la chasse gardée de l'UNC? Si c'était réellement, si ce poste revenait réellement de droit à l'UNC, pourquoi on a mis en place des primaires? Et pourquoi a-t-il accepté d'y participer? Dès le moment où vous venez participer aux primaires, c'est-à-dire Mosoba, Kamerhe, c'est-à-dire que vous comprenez que c'est le meilleur qui doit gagner. Mais pourquoi là, à l'époque, c'est le meilleur qui devait gagner? Et aujourd'hui, c'est un poste réservé à l'UNC. Tout ça procède de quoi? Ça participe de quelle stratégie? Ah, mais si je dois dire réellement ce que je pense... Vous risquez d'éteindre les lumières sur votre plateau. La stratégie, je ne sais pas, mais je m'interroge.
Aujourd'hui, qui sont les premiers défenseurs d'Aimé Boji? Sangara au poste de président de l'Assemblée nationale. Lui qui n'est plus en odeur de sainteté avec Vital Kamerhe depuis une certaine période, mais aujourd'hui les caméristes portent sa candidature à corps et la défendent à corps et à cri. Ah, c'est la question que je me pose. Mais j'ai cessé de me la poser parce que j'ai vu clair dans ce qui se passe. Vous voyez les plus virulents, parce qu'on se connaît, hein, même dans les réseaux, je sais que tel, quand il s'arrête là, non, il est à rechanger. Mais aujourd'hui, les plus virulents des virulents, qui ont eu à traiter Boji de Zakayo, de ceci, cela, parce que, bon, au fond, je suis surpris de réapprendre que Boji fait encore partie de l'UNC. De fait, je sais qu'il en fait partie, de fait, parce que c'est comme ça, il n'a jamais démissionné. Mais appartient-il encore réellement à l'UNC? J'ai des petits doutes là-dessus. Mais quand je vois toute la machine UNC derrière Aimé Boji Sangara, après tout ce qu'on a eu à dire de lui, ça laisse beaucoup réfléchir. Ça m'a laissé beaucoup réfléchir. Puis je me suis dit, mais en politique, il faut toujours se dire, quel intérêt réel l'UNC aurait-elle de voir Aimé Boji à la présidence de l'Assemblée nationale? Puisque l'UNC sait déjà qu'Aimé Boji a échappé à tout contrôle de la machine UNC. Et en politique, surtout des partis comme ça, avec des présidents comme ça, ils veulent toujours avoir le contrôle de tout le monde. Hein. Ce ne sont plus des chefs de parti, mais ce sont des petits gourous devant qui tout le monde doit se courber ou s'en aller. Bon, moi, j'ai refusé de me courber, je m'en suis allé. Mais beaucoup acceptent de se courber. Mais Aimé Boji ne fait pas non plus partie de ceux qui se courbent. Il est stoïque, il encaisse comme si de rien n'était. Mais au fond, c'est un être humain. Hein. C'est un être humain, il y a des blessures. Qu'on pardonne, mais qu'on avec beaucoup de stoïcisme. Qu'on n'oublie pas. Comme la blessure de la prison, Vital Kamerhe fait semblant de pardonner, mais il n'a jamais oublié. Hein. En tant qu'être humain, ce sont des choses... Il garde ça en travers de la gorge. Oh, bon, je ne vais pas parler à sa place. Hein. Je ne suis pas celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais je suis juste un être humain qui a évolué à ses côtés. On et dit je sens... c'est un grand esprit. Le grand esprit s'est pardonné. Le cas de Mandela qui, après... Oui, mais Belzébuth... Après avoir quitté la prison, d'accord, mais il a accordé le pardon à ses propres bourreaux. Donc, quand on a accordé le pardon, et on doit le croire juste pour les grands esprits. Belzébuth lui-même, c'est un très grand esprit. Satan, c'est un petit esprit. C'est un très grand esprit, mais un esprit focalisé, spécialiste du mal. Donc, ce n'est pas la question grand esprit. Mais moi, je me pose la question, et je me suis dit, je me suis juste interrogé, aujourd'hui, l'UNC accepte de faire profil bas. C'est un peu ça, quoi. De faire marche arrière. Après tout ce qui s'est passé, pour soutenir Aimé Boji, alors qu'ils savent très bien que Boji, en fait, il ne contrôle alors, plus. qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se négocie exactement? Je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas affirmer, mais ma réflexion à moi, c'est que Kamerhe et l'UNC ont finalement compris que ici, il ne faut plus faire le choix du cœur, mais il faut faire le choix de la raison. C'est la raison. Si on devait faire le choix du cœur, ce serait Maï ou un autre. Mais le choix de la raison, ce serait Boji. Alors, pourquoi Boji serait-il le choix de la raison? Et à un moment comme ça fait-il? Je ne suis pas sûr que je ne me trompe pas, mais je me dis, avec tout... Oh là là, je le dis. Avec tout ce qui s'est dit au Parlement, avec toutes les attaques des députés vis-à-vis de Kamerhe, la gestion avec les termes utilisés dans la motion l'incompétence de défiance, l'incompétence, ça non. Ça, même moi, quelqu'un qui traiterait Kamerhe d'incompétent dans ce pays, je le traiterais de fou à mon tour. C'est un monsieur, même au niveau du Parlement, extrêmement compétent. Mais la compétence dans la gestion ou dans la gestion des humeurs ou des personnes s'accompagne aussi parfois d'un orgueil ou d'une arrogance qui ne plaît pas. Mais là, je me suis posé la question, mais avec tout ce que les députés, tout ce dont les députés l'ont accusé,
détournement, crédit de 9 millions, de ceci, 15 100 millions millions. de cela, 100 millions et tout. Personnellement, quand j'ai entendu ça de prime abord, je m'étais dit, voilà, sous ma cambou, tout ça. Et puis je me dis, pourquoi Boji? On touche peut-être, c'est la, comme je dis, c'est le choix de la raison, De la raison. pas du cœur. Mais là, on touche à la fibre familiale, je crois. Parce que Qui mieux que Boji? Boji est l'oncle des enfants de des Vital. enfants des Camérés. Qui mieux que Boji refuserait absolument de sauter le cadavre de Caméré? Qui mieux que Boji empêcherait que le père de ses nièces soit mis au banc des accusés? Il y a des choses, quels que soient nos tiraillements politiques, mais quand il s'agit de refaire bloc en famille, on est obligé de le faire. Est-ce qu'en politique, Et ces je me considérations tiennent-elles? Non, mais je me dis, est-ce que le choix de Boji n'est pas justement le meilleur choix pour Caméré? D'être protégé. Si c'est le cas, il faut vous poser la question maintenant, d'être protégé de quoi? Puisque tous ceux dont les députés l'accusaient, moi, personnellement, je m'étais dit, non, c'est faux. On cherche encore à boutiquer comme à Caméré Mbongo, donc Bayo Kanakate, Caméré, donc c'est Caméré, quand on dit Caméré Nambongo, c'est comme Taba Napondu, alors c'est comme Tabazali, Sogi Pondu Zali, Taba Akolia Kaka. Non, moi je m'étais dit, non, j'y crois pas. Mais là, maintenant, je commence à me poser des questions. D'abord, parce que j'étais convaincu qu'il irait au pugilat avec les députés, parce qu'il fallait vraiment qu'ils se cognent dessus, qu'ils leur démontrent leur bassesse et qu'ils prouvent que tout ce que vous dites est faux. Ouf, il démissionne. Ça m'est resté un peu sur la gorge. Mais, et puis, j'ai relu un peu les textes de l'Assemblée. Je me suis rendu compte qu'il a fait le bon choix en démissionnant. Parce que s'il n'avait pas démissionné, on aurait droit au débat. Non seulement on aurait droit au débat, mais s'il n'avait pas démissionné, on aurait eu droit au débat. Mais si pour finir, les députés avaient fini par le déchoir, pas d'indemnité de sortie, pas de décompte final, pas de prime de ceci, cela, il n'allait rien gagner. Okay. Donc en démissionnant, il a protégé ses arrières, son décompte final et ainsi de suite. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a rien de suspect, mais connaissant la mauvaise foi des députés qui veulent à tout prix avoir sa peau, peut-être qu'il a préféré démissionner pour qu'au moins ses enfants ne manquent pas de beurre et d'épinards ces derniers jours. Quoique, ils n'en manqueront pas. Mais j'avais pris ça comme ça. Et après, c'est devenu Boji. Je me pose des questions. Et le fait que l'UNC soutienne Boji aujourd'hui, je pense même que ça ne jouera pas en faveur de Boji. Parce que, pour finir, les gens vont se rendre compte que le choix de Boji, ce n'est pas un choix politique, ce n'est pas un choix du meilleur pour la gestion, quoique je ne remets pas en doute sa capacité de gérer l'Assemblée. C'est un gars pondéré, très méticuleux, pondéré, et puis très... il sait jouer des alliances politiques, et puis il sait mettre les gens à l'aise. Mais je me dis, quand même, s'il doit être président juste pour protéger son beau-frère, c'est bien, en famille, ça se passe, on ne peut pas le condamner. Mais la question serait maintenant de le protéger de quoi? Et le profil de Maître Baudouin-Maillot ne vous fascine pas ou ne séduit pas Caméré entre Maillot et Aimé Boji Sangara, qui serait plus fidèle ou loyal à Caméré? Non, écoutez, fidèle, loyal à Caméré, le plus fidèle des deux, je ne peux pas parler de fidélité ou de loyauté, mais celui qui est resté à la botte de Caméré jusqu'au bout, c'est Baudouin-Maillot. Quoique lui aussi avait commencé à zigzaguer avant de se rendre compte que là où il pensait pouvoir partir et être mieux servi, là où il pensait que l'herbe était plus verte chez les voisins, il s'est rendu compte pour finir qu'on a fait le sucer, puis on l'a jeté. Il est revenu vers Caméré parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais Boji s'est assumé, il est resté dans son coin, vous avez tiré sur lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais des deux, qui serait le meilleur aux yeux de Caméré? Mais actuellement, je crois que c'est Boji, puisque l'UNC soutient Boji. Mais il y a Baudouin-Maillot qui... Oui, mais vous dites qui serait le meilleur des deux? Ses ambitions, aux yeux comment de cela Caméré sera-t-il décidé? Mais pour moi, qui serait le meilleur aux yeux de Caméré? Je vous dis, actuellement, ça semble être Boji. Mais qui serait le meilleur tout court? Je ne sais pas, mais à ce que je sache, et Boji et Maillot, au moins, ils sont d'une zone linguistique différente, d'une zone Boji et d'une zone linguistique différente
de la Première ministre et du Président de la République. Pour ce qui est de Mayo, il est de l'Ouest. On peut dire, oui, mais la Première ministre est déjà aussi de l'Ouest, espace Kikongo. Oui, mais Sama, président du Sénat, il est de l'Est, espace Swahili. Kamer, président de l'Assemblée nationale, était de l'Est, espace Swahili. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'espace, c'est de zone linguistique. C'est une question d'espace ou de province. Mais si c'est de province, Mayo est du Bandundu, l'ex-Bandundu. La Première ministre est du Congo central. Le chef de l'État est du Kasaï. Président du Sénat et président de l'Assemblée nationale était du Sud Kivu et du Katanga, donc espace Swahili. Donc si on doit empêcher Mayo de devenir Premier ministre au nom du fait qu'il est du même espace linguistique que la Première ministre, ce serait une bêtise. Mais si on doit le faire malgré tout, en ce moment-là, pour avoir la réelle parité en termes de séparation d'espace linguistique dans les institutions de l'État, alors on devra donner l'Assemblée nationale à l'Équateur. Puisque c'est le seul espace linguistique qui ne se retrouve pas dans les institutions. Alors qu'on donne ça à Jean-Pierre Bemba ou à je ne sais qui, qu'on donne ça à l'Équateur, à Jean-Lucien Boussa ou je ne sais pas, ce serait normalement le choix le plus logique. Mais est-ce que ce serait le meilleur choix? Ça, c'est pas mon problème. Allez, on verra. Et comment cela va-t-il être, ça va se décider? Quel est le choix qui va finalement primer entre Boji et Baudouin Mayo Mambeke? En fin de compte, vous savez, en fin de compte, je ne dirais pas qu'on attend le mot d'ordre du président, parce qu'on ne peut pas mêler le président dans ces bêtises-là. C'est ce qu'a semblé mais à ce que je sache, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui c'était une bourde. Assure l'intérim. C'était une bourde. Jean-Claude Tshilombaï. Oui, Tshilombaï l'a dit. C'était une bourde qui a exposé le chef de l'État. Mais dans le cas de Jean-Claude Tshilombaï, vous savez, ce n'est pas un tribun. C'est un monsieur extrêmement intelligent, mais ce n'est pas un tribun. Et dans son cas, je pense que ses mots ont été plus rapides que sa pensée. Donc, il n'a pas su se contrôler. Les mots sont partis. La pensée avait un peu de retard et ça a créé tout ce remous. Mais on peut oublier ça. Comment ça va se décider? Par le vote des députés. Et j'espère, en ce qui me concerne, que les députés voteront réellement le meilleur. Cette fois-ci, on ira encore aux primaires ou on va laisser les champs libres aux députés d'en décider? Non, mais bon, les primaires, à l'époque de Caméré, on venait de sortir des élections. C'était la première mise en place de la Chambre parlementaire. Mais on ne peut plus se lancer dans cet exercice qui serait une grande perte de temps. On oublie que cette session est budgétaire. Jusque-là, le budget n'est pas encore voté. Comment voulez-vous que le pays fonctionne sans budget? C'est une urgence absolue. Et si les raisons qui ont amené à l'époque à mettre en place les primaires, je crois que ces raisons n'ont plus leur raison d'être. Donc, on peut aller directement à l'élection d'un président. Ça ferait gagner du temps à la République et ça ferait gagner du temps à l'État. Merci beaucoup, Daniel Mwananteba. On suivra cette situation au niveau de l'Assemblée nationale très, très, très près pour que nous puissions vous donner les meilleurs de l'info et du contenu ici sur Politikon, la Fausse Détail. On va chuter avec vous 2 minutes pour commenter le conclave qui s'est tenu du 9 au 10 octobre à Nairobi et qui a abouti à la mise sur pied d'un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo, à la tête duquel on a placé l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. 5 résolutions ont été prises et la 4e résolution reprend le 12 points de Joseph Kabila qui constitueront désormais la feuille de route de l'opposition qui s'est réunie à Nairobi. Quelle analyse faire et aussi la solution ou la voie de sortie de cette crise sécuritaire? Comment faire pour préparer aussi les élections de 2028 s'il y en aura, parce que la tenue ou la date reste encore très très hypothétique. En 2030 pour... Je vais essayer d'être le plus bref possible. Déjà, la première des choses, la symbolique de l'endroit, du pays, selon moi, n'était pas la mieux choisie. Qu'est-ce qui a changé? C'est là que vous étiez retrouvé en 2018. Oui, mais en 2018, ni Félix Tshisekedi, ni Vital Kamerhe n'étaient à la tête d'une rébellion ou de troupes armées qui attaquaient le pays.
Donc, Nairobi, en ce moment-là, n'avait pas la même connotation que le Nairobi d'ici. Et Nairobi, l'AFC, en 2018, lorsqu'il y a eu Nairobi, Corneille Nangaa ne s'était pas encore servi de Nairobi pour la création de l'AFC. C'est à Nairobi que l'AFC a été créé, l'AFC qui est devenu AFC M23, et c'est à Nairobi que Joseph Kabila bat le rappel des troupes. Je dis bien, pour la symbolique, ce n'était pas un bon choix. Maintenant, je vais vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, au niveau de Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle l'Union sacrée. L'Union sacrée qui n'est pas une nouveauté. À l'époque d'Étienne Tshisekedi Amolumba, Nguns Karlibon, Kiba Samaliba, Liaou et Boa, on a connu l'Union sacrée. Mes papas que je voyais tous les jours alimenter parce que c'était le siège de l'UDPS et puis le siège de l'Union sacrée. À l'époque, comme aujourd'hui, dans cette Union sacrée, il y a eu l'idée de mettre en place l'Union sacrée. Puis il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de caciques de l'Union sacrée autour de Tshisekedi l'ont trahi pour aller retourner vers Mobutu et les dividendes. Et aujourd'hui encore, vous vous rendez compte que beaucoup de membres de ce présidium-là de l'Union sacrée sont un pied dedans, un pied dehors, prêts à le trahir. Qui? Tshisekedi encore. Vous voyez? Union sacrée Tshisekedi, Union sacrée Tshisekedi. La même chose se répète. Les choses étant égales à elles-mêmes. Vous avez d'une part Martin Fayoulou avec le camp de la patrie. Ce n'est pas lui, le géniteur du vrai camp de la patrie. Le premier, c'était Arthur Zaïdi Ngoma, qui a fait l'appel du camp de la patrie pour sauver la République par rapport à l'intransigeance de Étienne Tshisekedi et tout ça. Aujourd'hui, Martin Fayoulou remet ça à la sauce actualisée, au goût du jour, le camp de la patrie. Pour quel résultat? Comment Arthur Zaïdi Ngoma a-t-il fini avec son camp de la patrie? Lui s'est retrouvé vice-président de cette République, mais n'a jamais pris le pouvoir. Fayoulou, je ne vais pas être un prophète de mauvais augure. Pour ce qui est de Joseph Kabila, il vient de créer quel mouvement encore? Sauvons le Congo. Le vrai géniteur de Sauvons le Congo, c'était Coutinho, à l'époque. Quand Coutinho a lancé ce mouvement Sauvons le Congo, lui, Joseph Kabila, président de la République, quel sort a-t-il réservé à Coutinho? Je crois que tous ceux qui lancent des termes, qui remettent au goût du jour des termes, doivent se dire que les choses restant égales à elles-mêmes, les mêmes causes créeront les mêmes effets. Coutinho, géniteur de Sauvons le Congo, s'est retrouvé en prison pour finir pratiquement tétraplégique, c'est-à-dire AVC et consorts. Il est en train de récupérer, Dieu merci. On l'avait autorisé à sortir pour aller se faire soigner. Aujourd'hui, Joseph Kabila, la seule différence avec Coutinho, il risque de faire un AVC sans même avoir été en prison. Mais si on doit égaler les choses, je crois que son sort sera finalement d'être incarcéré pour que Sauvons le Congo soit réellement, retrouve réellement sa pertinence. Parce que quand on prend le nom d'un mouvement comme ça, il faut accepter le destin de celui qui était le précurseur. Et le mouvement Sauvons et puis le nom du pays n'est pas propre à la République du Congo. Ça existe sous d'autres cieux. On a connu ce genre de mouvements en France. Et oui, mais en France, la création, les objectifs, Sauvons la France. Non, mais attention. L'objectif, souvent, c'est quand on fait face à une crise. Oui, mais c'est cela l'objectif. Oui, mais à aucun moment... Les débats devaient être focalisés sur le concept. Écoutez, à aucun... qui se ressemble par ailleurs, ou les idées que... La Belgique a eu à faire plus de 380 jours sans gouvernement. Il y a eu un mouvement qui a été créé dans ces ans, mais ça n'a pas été appelé Sauvons le Congo. Moi, je parle de Sauvons le Congo. Sauvons la France, sauvons la Belgique, mais eux, là-bas, ils vont peut-être s'imprégner de ce qui avait été fait avant. Moi, je parle de Sauvons le Congo, qui est un terme propre à Coutinho. D'ailleurs, déjà là, en s'accaparant du nom, d'un mouvement, d'une personne qu'on a eu à incarcérer et faire souffrir autant, et de la rendre folle et finalement finir par la rendre paralysée. Mais, récupérer ce nom-là, c'est du cynisme terrible. Mais moi, je dis, les choses étant égales sous le soleil,
comme il a pris sauvant le Congo, eh bien, nous allons le suivre dans cette logique-là. Nous allons l'aider à sauver le Congo comme Coutinho l'avait sauvé. Je ne dis pas non, mais on va l'aider à sauver le Congo de la même manière que lui a aidé Coutinho à sauver le Congo. Qu'il soit tranquille sur ce point-là. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour sortir l'auberge? Attendre 2031. Attendre 2031 en espérant qu'entre-temps, les acteurs politiques auront accepté, auront compris qu'il faut se parler, c'est vrai, qu'il faut se parler autour du chef de l'État, qu'il faut se parler après avoir condamné les agresseurs de la République démocratique du Congo. Parce que AFC M23, Rwanda et consorts, on arrive parfois, les mêmes opposants donnent plus d'importance à Félix Tshisekedi qu'il en a réellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils en viennent à transposer la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo en la substituant à l'État congolais. Félix Antoine Tshilombo n'est pas le Congo. Il est président de la République démocratique du Congo. La guerre qui est faite à l'Est, ce n'est pas une guerre faite à Félix Tshisekedi. C'est une guerre d'agression faite à la RDC. Lorsque Nanga et ses complices, Kabila et consorts, disent que nous prenons les armes parce qu'on doit faire fuir un régime dictatorial, patati patata. Mais pourquoi il y a des morts tout au long du chemin? Pourquoi il y a des morts dans chaque province? Pourquoi il y a des gens massacrés, enlevés, torturés? Pourquoi il y a des enlèvements? On ne fait pas la guerre en forçant les gens à se battre. La guerre doit être spontanée. Les gens doivent venir adhérer dans l'armée de manière spontanée. Qu'est-ce qu'on dirait si aujourd'hui on apprenait qu'à Kinshasa, dans les provinces sous contrôle du gouvernement, on commençait à enlever des jeunes garçons pour les envoyer à l'armée? C'est même Nanga et Kabila ferait des discours encore pour dire voilà, on enlève. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Cette guerre n'est pas une guerre contre... Le Congo vit une guerre d'agression. Qui nous agresse exactement? Parce que le président a rappelé, il a fermé la porte du dialogue aux émissaires des agresseurs. Et il en fixe la condition, commencer par condamner les agresseurs. Est-ce qu'à son niveau, lui, en tant que le premier des citoyens, a-t-il déjà reçu à nommer clairement les agresseurs? Qui sont-ils? S'ils sont déjà identifiés. Mais bien sûr, déjà, je vais vous contredire sur une petite chose. Vous avez dit, attendez que je me rappelle très bien, il a dit qu'il ferme la porte à toute négociation. J'ai dit aux émissaires des agresseurs. Mais vous-même, en début d'émission, malheureusement, je crois que vous avez dit dans le chapeau, vous avez rappelé Doha. Il y a des accords qui ont été signés, non? Pour le suivi de la mise en œuvre du cessez-le-feu et mécanisme de vérification conjointe. Ça a été signé entre qui? Le gouvernement et qui? Doha et M23 et le gouvernement. M23 gouvernement. Donc, si déjà ils ont signé un document, c'est que le dialogue... M23 est présidence de la République. M23 est présidence... Non. M23 est gouvernement. Non. Le gouvernement n'a pas été représenté. C'est le haut représentant du chef de l'État qui se trouve à Doha. Oui, mais le haut représentant du chef de l'État engage qui? Engage l'État, engage le gouvernement. Bref, admettons. Haut représentant du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il y a comme... Du chef de l'État, pas du gouvernement. C'est ce que vous avez dit, non? Mais c'est encore pire alors. Dans ce cas-là, vous savez que le chef de l'État n'a fermé la porte à personne puisqu'il a envoyé son haut représentant aller signer des accords. Donc, le dialogue est encore là. Mais dans le cas d'espèce, c'est le gouvernement qui devrait être à la table de négociation. Oui, mais là, on est dans quoi? Vous me dites, le chef de l'État a fermé les portes à tout dialogue. Je vous rappelle que des accords viennent d'être signés dans le cadre d'un dialogue. Mais vous dites c'est le gouvernement. Je vous le concède, ce n'est pas le problème. On parle ici d'un dialogue national inclusif. D'accord, je vous le concède, ce n'est pas un problème. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que la porte du dialogue fermée, ce n'est pas le cas. Là, on parle d'un dialogue inclusif, n'est-ce pas? Un dialogue intra- ou inter-congolais, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, quoi de mieux que de demander à tous les Congolais qui veulent qu'on se parle dans les yeux qu'ils nomment l'agresseur? Oui, donc aujourd'hui déjà nommé. Non, mais qui nous agresse exactement? Mais bien sûr. Il parle du M23, il parle de l'AFC. Très rarement, il parle du Rwanda. Parce que le M23 et l'AFC, ce sont des appendices du Rwanda. Donc le seul pays qui nous agresse aujourd'hui, c'est le Rwanda. Il y a l'Ouganda aussi. Mais il n'a jamais été nommé par le gouvernement de Kinshasa. Si. On a reçu dernièrement le fils impénitent de Museveni qui nous insulte matin midi soir sur X. Je parle de Mouzi. On l'a reçu ici, on lui a même déroulé les tapis rouges. Oui, mais... Qu'est-ce que ça voudrait dire? On est en coopération avec les UPDF.
on est en... vous l'avez dit. On est en coopération avec les UPDF. C'est-à-dire quoi? Dans le terrain frontalier de l'Ouganda, en particulier l'Ituri, vous le savez, les UPDF sont en train de bourgner un consort. Ils sont même à Butembo-Beni aujourd'hui. Ils sont en train de faire des actions communes avec les FARDC. Est-ce que les FARDC et les UPDF, là, il faut vraiment le dire de manière très sincère, sans arrière-pensée, ont-ils obtenu des résultats dans la traque des ADF? La réponse est oui. Vous pensez que l'Ouganda a intérêt à laisser les ADF sillonner leurs frontières? Non, parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent repénétrer l'Ouganda et causer des troubles tels que ça pourrait amener à un coup d'État. Ce qui fait qu'ils ont tout intérêt à combattre les ADF et les éteindre. Si l'Ouganda quel est le danger de cette stratégie? Si vous reconnaissez que l'Ouganda nous agresse aussi, il est complice. C'est par Bunagana que même le M23 avait réussi à pénétrer chez nous. L'Ouganda a donné des facilitations au M23. Alors, on ne les a jamais condamnés. Pourquoi le demander à l'opposition? Mais moi, j'ai eu à le condamner plusieurs fois. Non, je parle du gouvernement. Je parle du président de la République qui doit condamner en des termes aussi forts, comme il est fait avec l'Ouganda. Là, je suis en train de boire du petit lait. Là. Je t'observe, hein, je vous observe, je me dis, j'ai mis le vieux en difficulté. Non, je peux me sortir de cette passe-là, de cette question, mais ça m'amènerait à tenir des propos qui ne seraient peut-être pas politiquement corrects. Mais ce que je sais, d'une part, il y a les ADF qui, depuis 2014, tuent à Beni, massacrent à Beni. Il a fallu déjà trouver une parade à cela. Et la meilleure parade, c'était de s'allier avec les troupes ougandaises, UPDF, qui connaissent mieux ces ZDF-là. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois que les résultats portent leurs fruits de ce côté-là. Maintenant, pour ce qui est de la guerre du M23, l'Ouganda a facilité le passage aux troupes du M23. C'est un fait que personne ne peut nier. Mais le véritable agresseur de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda y a envoyé des troupes se battre aux côtés du M23. Les troupes rwandaises sont même supérieures en nombre que les troupes du M23. Ça, c'est mésestimer le rôle de l'Ouganda aussi. Non, mais attendez. Discret dans cette déstabilisation. Au-delà même du Rwanda et de l'Ouganda, le véritable agresseur de la RDC, ce sont les multinationales. Vous le savez autant bien que moi. Les parrains du Rwanda. Mais vous ne les avez jamais nommés. Mais écoutez, le problème c'est que, est-ce qu'on a des preuves du financement des Rwandais? Est-ce qu'on a des preuves que les États-Unis ou la France, on a des présomptions? Mais quand on est politique, quand on est un homme d'État, on ne parle pas selon ses présomptions, on parle selon ses preuves. Et jusqu'à preuve du contraire, quelle que soit la provenance... Mais on a des preuves avec l'Ouganda. Le rapport d'experts de l'ONU établit clairement que l'Ouganda a joué un certain rôle dans la déstabilisation. Il n'y a pas que l'Ouganda. Tout à l'heure, vous avez fustigé le rôle que jouent désormais les Kenyans dans ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend pour, par exemple, de mesures qui s'imposent, couper les relations diplomatiques avec ces pays s'il le faut, pour s'affirmer en tant qu'un État qui vit et qui a besoin vraiment de s'affirmer? Oui, mais déjà, si on coupait les relations diplomatiques avec le Rwanda, ça entraînerait une petite difficulté. Non, pas qu'avec le Rwanda, avec tout le pays qui joue un rôle. L'Ouganda, le Kenya, mais si je suis votre logique, et le Rwanda. Mais si je suis votre logique, vous avez semblé me rejoindre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ce sont des valets de l'Occident. Vous êtes d'accord avec moi? Mais s'il faut couper les relations diplomatiques, il faut les couper avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et ainsi de suite. Que deviendrions-nous dans le concert des nations? Le vrai problème, on n'a pas d'autre choix que de garder ces contacts diplomatiques parce que la voie diplomatique est censée primer sur la guerre. Oui. Mais lorsque la diplomatie ne répond pas correctement, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. We fight and we talk. On continue à se parler et tout, mais quand il faut bombarder, on bombarde. Quand il faut attaquer, on attaque. Aujourd'hui, combien de villages, de contrées, les FARDC ont récupéré? Ça, on ne dit pas assez. On ne parle que lorsqu'on a perdu tel, on a perdu tel. Mais lorsqu'on a regagné tel, personne n'en parle. Je ne suis pas non plus ici pour en parler. Je crois que ce n'est pas le cadre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que
les vrais maîtres du monde, c'est ceux qui ont les finances. Et ceux qui ont les finances les obtiennent comment? Par leurs industries. Comment fonctionnent ces industries? Avec des matières premières. Où trouve-t-on les matières premières? En RDC. La RDC est victime aujourd'hui, maudite même, à cause de ces matières premières. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de faire de cette malédiction une bénédiction, en faisant en sorte de pouvoir enfin réexploiter nos minéraux dans notre intérêt et d'une certaine manière aussi dans l'intérêt de la sous-région, parce que sans ça, la guerre ne s'arrêtera pas. On verra comment cela va se passer, surtout pour arriver à tirer profit de tout le processus enclenché qui sont en cours. Je parle ici de Doha, Washington, et même le cadre de coopération économique qui devrait être signé avec le Rwanda, et c'est Kinshasa qui avait retardé cela. Allez, beaucoup de force à nos autorités, à nos dirigeants. Nous avons bon espoir qu'on arrivera à sortir de cette situation, bien qu'elle a beaucoup duré. Merci beaucoup, Daniel Monanté. Ça a toujours été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Avec vous, on apprend beaucoup. Et j'espère que aussi notre public a été convaincu par la qualité de l'échange. J'espère bien, hein, parce que je revois les émissions et je lis souvent les commentaires où vous avez un public hétéroclite, hein, mais qui booste et qui nous permet de réfléchir encore plus à chaque prochaine fois. Merci beaucoup. Et à vous toutes et à tous, nous vous disons grandement merci de nous avoir acceptés, de nous avoir suivis. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. Partagez l'émission, commentez, likez. C'est ainsi que vous réussirez à nous donner de la force. Nous vous retrouvons pour la semaine prochaine. Bon week-end déjà. Et consommez l'émission avec délectation et sans modération. À tout à l'heure.